Saddam Hussein and his regime are busy doing all they possibly can to ensure that inspectors succeed in finding absolutely nothing. They didn't have any evidence. Those who choose to live in denial may eventually be forced to live in fear. The decision has been made, and we're going to invade. Septembre 2001. L'Amérique, groggy, s'apprête à partir en guerre. Le président George W. Bush réunit ses principaux responsables sécuritaires. Le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld vient avec son bras droit, un certain Paul Wolfowitz. The deputies, myself and others, were not supposed to go. Wolfowitz did go, and he spoke up in front of the president saying, Iraq, we got to use this as an opportunity for Iraq. And the president turned to the National Security Advisor and said, "Who is that?" And she told him who it was, the Deputy Secretary of Defense. And he said, "Well, tell him to shut up. I don't want to hear about it anymore. We're focused on Afghanistan." 2 semaines plus tard, le Congrès a enfin débloqué la nomination de John Negroponte en tant qu'ambassadeur à l'ONU. Dans l'intervalle, Wolfowitz et consorts ont manifestement réussi à imposer l'Irak comme un sujet de préoccupation chez le président. Dès son premier jour en poste, Negroponte se voit assigner une tâche pour le moins inattendue. I was given instructions to seek out the ambassador of Iraq to the United Nations to read him the following talking points. And then they gave me some very severe points for the ambassador of Iraq, which basically said, if you even think about taking advantage of our current preoccupation with Afghanistan, you can be sure we will take very severe measures against you. It was a very threatening message. It's October 2001, and this administration is already thinking about Iraq, and frankly, I think they're looking for ways to blame Iraq for what has happened. Le coup de semonce américain fuite dans la presse, mais passe un peu inaperçu. Le monde a les yeux rivés sur l'Afghanistan, où les talibans sont chassés du pouvoir par les États-Unis et leurs alliés locaux. Pourtant, en coulisses, l'administration Bush entame de sérieux préparatifs. L'année 2002 vient tout juste de débuter. Quant à Langley, au siège de la CIA, Sam Fadis se voit chargé de monter une équipe. The decision has already been made by the President of the United States, Bush, that we will invade. So, and I mean that exactly the way I say that. That's not we might invade or if there are weapons of mass destruction, we'll invade. No, the decision has been made, we're going to invade. So my job was to take in the first team to prepare for the invasion of Iraq. Fadis et ses hommes sont les premiers Américains à débarquer sur le sol irakien à l'été 2002, bien avant les forces spéciales. Ils ne sont que 8 à leur arrivée, mais au fil des mois, l'équipe se renforce. Une 50aine d'agents basés au Kurdistan vont désormais ratisser tout le pays à la recherche d'armes de destruction massive. By the middle of 2002, there was no question to me that there was planning for an invasion. However, Powell and I continued to try to avoid the war and went back for that final UN resolution. La France, l'Allemagne et la Russie notamment s'opposent à une entrée en guerre sans raison valable. La résolution négociée avec les États-Unis permet de gagner du temps et de faire revenir les inspecteurs de l'ONU en Irak pour vérifier si Saddam Hussein a ou non des armes de destruction massive. Aux grandes dames du vice-président américain Dick Cheney. You told us a few things, and among the things that startled me a little was that we will not hesitate to discredit you in favor of disarmament. It was a little cryptical, but the meaning was, we realized later, was that if you do not find up and dig up weapons, then we will undertake the disarmament of Iraq ourselves. Hans Blix et son équipe d'inspecteurs parcourent l'Irak, visitent les sites suspects et même des palais du Raïs.
sans trouver la moindre trace de ces fameuses armes. Chemicals, weapons are not my marmalade. You keep track of it. And so you must have records of that. But then when we came to Saddam's palace on one of the couple of inspections there, and we went in all over the place and the inspectors opened the refrigerators, they found only marmalade, no chemical weapons, only marmalade. Pour les Français, c'en est trop. Les États-Unis cherchent à légitimer leur très probable entrée en guerre par une nouvelle résolution de l'ONU. Mais Paris menace d'utiliser son droit de veto. C'est la rupture. Quelques semaines plus tard, Dominique de Villepin l'exprime vivement devant les Nations Unies. C'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Alors vous le savez, on n'applaudit jamais au Conseil de sécurité, il a été applaudi spontanément, on a senti que quelque chose se passait. C'est vrai que ce jour-là, la France a été la voix d'une grande partie du monde. Et ce n'est pas négligeable. Ce discours magnifique a été perçu à Washington comme une claque. Et Colin Powell m'a convoqué dans son bureau en disant « Sergent David, j'ai essayé de vous aider pour plaider la cause de la raison face aux autres, c'est-à-dire le vice-président Dick Cheney, c'est-à-dire le ministre de la Défense Don Rumsfeld. Mais maintenant, je suis carbonisé. I'm carbonized. I was not mad at Dominic de Villepin at all. He never told us something that was not true. For me, there was no surprise in Dominic de Villepin, and I give him credit. He had the courage to tell us. Au sein de l'administration Bush, deux camps s'opposent. Les va-t-en-guerre menés par le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, et les partisans de la négociation incarnés par Colin Powell et son équipe. Lawrence Wilkerson reçoit un jour la visite d'un colonel du Pentagone bien embêté. He said, well, they think you're spies. Spies? Spies for whom? They just don't like, your boss, Secretary Powell. Oh, okay, so you're telling me that we can't talk anymore? We want to talk, the colonel said to me. We want to talk. We need to talk. But Secretary of Defense told us we can't. So I realized that part of it, if not a large part of it, was they were talking about Syria, and they were talking about Iraq, and they were talking about Iran, and they were war planning for those countries. And they didn't want us to find out about it. Fin janvier 2003, Colin Powell quitte la Maison-Blanche pour rejoindre son adjoint au 7e étage du département d'État. George Bush vient de l'informer. Il va devoir prononcer un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter les preuves américaines. Le bureau du vice-président vient de lui fournir un dossier complet. He said, frankly, pardon me, but it looks like crap. He said, so I'm going to go out to the CIA and spend the next several days out there going through each piece of intelligence to make sure that it stands up. Powell, flanqué de son fidèle chef de cabinet, passe donc la semaine à Langley où le directeur de la CIA, George Tenet, a mis ses agents à disposition. When I got out there, I had no intelligence expert, professional intelligence expert, to tell George Tenet to go screw himself. You're wrong, George. Sorry, let me tell you why you're wrong. So I failed there. Then I went out to the CIA and lived there for about 6 days and 6 nights. My team consisted of a speechwriter, Lynn Davidson, Barry Lowenkron, a former member of the National Intelligence Council, and George, the first day, refused to give me any access to the CIA's computers. So I called Barry over and I said, Barry, you still got your card? You still read in? He said, I don't know, let's see. He sat down at the terminal, checked in, bingo, he was still in. So I told, middle finger to Tenet, and we were on the computer.
Pendant une semaine, chaque information est décortiquée. Beaucoup sont écartés par l'équipe Powell-Wilkerson. La veille du discours devant le Conseil de sécurité, Powell, Tenet et leurs équipes se retrouvent à New York cette fois, au dernier étage de la représentation américaine à l'ONU. Le secrétaire d'État s'exerce à lire pour la première fois l'intégralité du discours à voix haute. He stopped speaking and the room was deathly quiet. And I'm sitting to his left and Tenet's sitting to his right. And he turned his head towards Tenet and he said, "George, you guarantee me that everything in this presentation is the best you can do?" And Tenet looked at him and said, "Yes, I do." And then Powell said, "Good, because you are going to be behind me tomorrow, in camera." Saddam Hussein and his regime are busy doing all they possibly can to ensure that inspectors succeed in finding absolutely nothing. Je me penche vers Dominique de Villepin, je lui dis, ici dans cette salle, personne ne croit ce qu'il dit, hein, je veux dire, bon, et peut-être pas lui-même. I sat across him from the table, and I remember very well that I felt increasingly skeptical about it, because it didn't square at all with our experience. We have diagrammed what our sources reported about these mobile facilities. Here you see both truck and rail car mounted mobile factories. We know what the fermenters look like. We know what the tanks, pumps, compressors, and other parts look like. How do you know these things? Who told you these things? And why can't we find any of the same stuff? We're here all day, every day, month after month after month, running, by the time we were done, hundreds of sources. But we can't find it. But one thing I can assure you is he had no intent to deceive anybody. There was no intention to deceive. He was simply acting on mistaken and incorrect information. He says it's a blot on his record which will never go away. He's not Edith Piaf. Je ne regrette rien. He regrets. About this amount. L'administration Bush ne se contente pas de ce discours de Colin Powell. Ses têtes d'affiche tentent de convaincre leurs interlocuteurs à la moindre occasion. Je me souviens d'une réunion des ministres de l'OTAN avec Rumsfeld. Il est arrivé avec des photographies en nous disant « Voilà, j'ai la preuve que les Irakiens se préparent à lancer des missiles qui sont potentiellement des missiles nucléaires. » Il se trouve que juste avant que je parte, nos services de renseignement m'avaient donné des photos prises par nos satellites français de ce même endroit, sous un angle un peu différent. Et à ce moment-là, j'ai sorti des photos et j'ai dit « Monsieur le secrétaire d'État, regardez, ce sont des silos à blé. » Il y a eu un silence, autant vous dire, dans cette réunion. Il était foudrage, ça se sentait, ça se voyait. Et là-dessus, il a sorti des éprouvettes en disant « Voyez que là-dedans, il y a des virus de je ne sais pas quoi que nous avons récupérés en Irak », ce qui était évidemment aussi faux. J'avais demandé à mon voisin, c'était un Italien, je crois, qui était à côté de moi, je lui ai dit « Qu'est-ce que je fais ? Je laisse tomber pour qu'on voit ?» Les dirigeants de la CIA se sont basés sur le témoignage d'une source des services allemands baptisée Curveball, mais qu'ils n'ont jamais pu interroger. Les Allemands eux-mêmes mettaient fortement en doute ces accusations. Even in February 2003, I could not have stood up and said there are no weapons. I could say 700 inspections, we haven't found anything, and these are professional. Une question subsiste. Si Saddam Hussein s'est réellement débarrassé de toute arme de destruction massive, notamment chimique, pourquoi n'en apporte-t-il pas les preuves? He was afraid of Iran. He thought Iran would take advantage of him. That's what it was. Mais pour Washington, peu importe les faits, faire tomber Saddam Hussein est devenu une obsession. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people,
and to defend the world from grave danger. La guerre a commencé la nuit dernière, mais c'est de toute évidence une nouvelle phase qui a débuté. Les missiles américains ont frappé 3 quartiers, notamment le quartier présidentiel de Saddam Hussein. Un raid au cœur même de Bagdad. Aujourd'hui, la ville a donc vraiment basculé dans la guerre. Je suis à Washington le jour de la chute de Bagdad. Je me rappelle, je suis à la Maison-Blanche, le directeur d'Europe me dit « Vous savez, ça prendra longtemps avant que les États-Unis pardonnent à la France. » Et moi je réponds « Vous savez, ça prendra longtemps avant que le monde pardonne aux États-Unis. » Et là, je me lève et je sors.